Projet de filière, quelle piste pour demain? Prospective, cher Guy, et prospective ici, avec le timer sous vos yeux. Allez, on va... Ah oui, il faut qu'on prenne le micro, hein, c'est ça? Ça nous arrange. Rebonjour à toutes et tous. Donc, on est l'obstacle entre les conversations et le déjeuner. Donc, on va essayer que vous ne nous croquiez pas trop vite. On va parler du futur, parce que vous avez donc constaté, j'espère, et vous le verrez encore cet après-midi, que la FIAC, depuis ses 2 années et demie d'existence, a déjà ouvert de nombreux chantiers, des chantiers techniques, des chantiers de gouvernance aussi, parce que c'est un objet original en France. Et justement, avant d'ouvrir les pistes du futur ou d'essayer d'explorer quelques pistes du futur, je voudrais donner la parole à Annie Tirel, qui, au sein de la FIAC, préside ce qu'on a appelé le comité des parties prenantes, dont vous avez entendu parler, et qui est un organisme auquel on tenait beaucoup, Marco et moi, quand on a créé cette structure. Et on est ravis, Annie, que tu puisses nous présenter le rôle du comité des parties prenantes. Oui, bonjour, moi je suis ravie d'être là pour vous parler en quelques mots du comité des parties prenantes qui en fait est caractérisé par la diversité des personnes qui le composent, puisque nous avons des représentants des grands organismes de recherche publics, sont présents également des représentants de la conférence des CHU, Brigitte est à mes côtés, on a également Unicancer, bien entendu, et puis nous avons les pôles de compétitivité, on a EIT Health, et Jérôme vous en parlera bien mieux que moi, et puis des représentants des patients et d'associations citoyens impliqués dans la recherche. Donc cette année, je dirais, nous, on existe depuis une petite année maintenant, hein, le comité des parties prenantes. Et donc en fait, cette année, on a vraiment tenu le rôle tel que défini dans les statuts de l'association aujourd'hui, à savoir regarder les projets qui sont menés aujourd'hui par les industriels, se familiariser avec les thématiques, prendre connaissance des challenges qu'ils rencontrent et des solutions qui sont proposées. Et puis, nous avons également donné notre avis sur la feuille de route de la FIAC. Ça, c'est vraiment ce qui est statutairement prévu. On a aussi Laure, que vous avez entendu ce matin sur la table ronde des accès précoces. Laure a contribué auprès des industriels, hein, à faire monter la voix des patients sur ce sujet. Et donc, ça a été vraiment... on s'est attaché à faire ça cette année. Pour l'année prochaine, mais là, je te repasserai le relais, pour l'année prochaine, on compte bien être beaucoup plus participatif. Alors on l'a déjà beaucoup aujourd'hui, hein, puisque vous avez déjà entendu ce matin, peut-être sans le savoir, beaucoup de membres du CPP et ça va continuer tout le long de la journée. L'objectif étant de passer en mode beaucoup plus actif sur cette année et sur les années qui viennent. Voilà. Voilà. Et peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que quand on a créé ce projet, avec 9 laboratoires pharmaceutiques, dont 8 non français, s'adressant aux données de santé dans le cancer en France, on se doutait bien qu'il pouvait y avoir des interprétations ou des dangers de perception. Et on voulait qu'un organe indépendant de la FIAC puisse être un peu un contre-pouvoir et une assurance que, d'une certaine manière, toute organisation légitime dans le cancer, que ce soit les patients, les médecins ou les professionnels de santé, les établissements, toute partie prenante qui est intéressée au sujet puisse avoir un droit de regard sur ce que fait la FIAC. C'est pour ça d'ailleurs que la présidente du comité des parties prenantes est membre de droit du conseil d'administration pour assurer justement cette surveillance, ce contre-pouvoir ou cette obligation d'éthique à laquelle nous sommes attachés. Tu veux donc nous parler du programme de l'an prochain ou on attend un peu plus tard dans la table? Un peu plus tard, je préfère laisser s'exprimer Brigitte Merci. Et Jérôme qui vont vous dire concrètement font leurs organisations. Alors Brigitte et Jérôme sont avec nous, ils se présenteront quand je vais leur donner la parole. Le sujet aujourd'hui, c'est quel futur pour la FIAC, quelle future piste. Donc ça ne veut pas dire qu'on passe à la trappe toute la complexité des sujets qui sont engagés. Vous avez vu qu'on a déjà une quinzaine de projets en cours. Les 2 premiers ont donné leurs résultats et commencent à pouvoir être partagés. Ce sont des projets qui sont longs, mais gouverner, c'est prévoir. Et donc on a voulu, durant cette table ronde, et comme apéritif, essayer d'évoquer un petit peu vers quels horizons on devrait
devrait aller parce que ça prend du temps, ça prendra aussi des ressources probablement complémentaires. Et donc, on a demandé à quelques-unes des parties prenantes de nous dire, de nous guider, de nous inciter à explorer le futur avec quelques pistes. Donc, je vais d'abord, ladies first, je vais donner la parole à Brigitte qui va se présenter, qui va nous dire sur quel thème elle pense que nous devrions investiguer dans le futur. Bonjour à tous, donc Brigitte Courtois, directrice recherche-innovation au CHU de Lille. Alors, juste pour la petite anecdote, je viens de regarder un petit message, là, un mail d'une des chercheuses du CHU de Lille qui me dit « Ça y est, après plusieurs mois, on vient enfin d'obtenir l'appariement de ma base de données au SNDS. » Et donc, c'était le... Voilà, et donc, c'est il y a 2 minutes. Donc voilà, on est en tout cas évidemment ravis aussi d'avoir la compétence du coup au CHU de Lille, pouvoir accompagner nos chercheurs pour parvenir. Alors pour l'instant, ça reste effectivement un peu le chemin de croix, mais on ne doute pas que tout ça va se fluidifier. Alors effectivement, peut-être une des pistes, alors évidemment, elle est complémentaire à toutes les autres, elle ne remplacera pas pour des tas de raisons, mais en tout cas, une des pistes probablement à explorer aujourd'hui, c'est celui de l'apprentissage fédéré. Alors, ça a été évoqué d'ailleurs très longuement juste avant notre table ronde. C'est vrai que toute la question des études multicentriques est un vrai sujet. Alors, il pose à la fois des problématiques, j'allais dire techniques, hein, on l'a évoqué, toute la question de l'interopérabilité des données. Alors, en plus, j'avais quelques espoirs en me disant, entre HOMOP et FAI, on va s'en sortir. Bon, visiblement, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, effectivement, c'est un vrai sujet. Et puis, l'autre sujet de ces études multicentriques, en tout cas en l'état actuelle de la réglementation, c'est la nécessité de rassembler toutes ces données en un lieu unique et qui répondent évidemment aux contraintes de confidentialité qui sont néanmoins indispensables. Enfin, je veux dire, on peut sans doute simplifier, mais c'est néanmoins important de protéger la confidentialité des données. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, quand on procède de cette manière, on travaille sur des process d'anonymisation qui sont encore relativement imparfaits. Et puis, on se prive parfois de la richesse des données quand on passe par ce type de transactions. Alors, c'est vrai qu'avec l'apprentissage fédéré, on ne partage pas les données. Donc, les données restent finalement sur chacun des centres et on partage des résultats de calcul. Alors, évidemment, ça n'écarte pas toute une série de défis à relever encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un des sujets sur lequel, effectivement, on travaille actuellement, alors avec l'appui des équipes INRIA, l'équipe Magnet en l'occurrence, et puis on travaille également avec les 3 autres CHU du Nord-Ouest, que sont Rouen notamment, et puis Caen et Amiens. On travaille sur 2 preuves de concept, alors des thématiques simples, puisque l'idée c'est quand même d'essayer de lever des défis. Donc c'est pas forcément pour, j'allais dire, la qualité des 2 projets, puisqu'il y a un projet assez courant maintenant, j'allais dire, d'aide au meilleur recueil des diagnostics à partir des lettres de sortie, voilà. Et puis on a un autre projet autour de la prédiction automatisée des réhospitalisations. Donc encore une fois, pas forcément une ambition scientifique forte, mais plutôt de voir comment on peut relever un certain nombre de défis. L'enjeu, c'est d'avoir effectivement des algorithmes qui vont pouvoir, d'une part, s'appliquer sur des données qui ne sont pas nécessairement interopérables, alors probablement avec des process d'harmonisation quand même préalables. Et puis l'autre enjeu, c'est évidemment aussi que ces algorithmes puissent se poser sur des systèmes d'infos extrêmement hétérogènes. Là aussi, ça a été évoqué en début de journée. Ce qui est intéressant, c'est certes d'avoir les données des CHU. On s'équipe, on a des entrepôts de données de santé qui deviennent de plus en plus performants, mais c'est aussi potentiellement d'avoir des données de l'ensemble des établissements de santé, au moins à l'échelle de la France.
Donc on est forcément sur des systèmes d'infos très très hétérogènes et ça ne changera pas du jour au lendemain. Ce sera comme faut ça, partir donc de il faut cet s'adapter. état, voilà. Donc c'est effectivement tout l'enjeu. Alors après, beaucoup ont parlé de leurs rêves. Évidemment, à terme, l'idée, ça serait de pouvoir se doter d'une forme de librairie d'apprentissage fédéré qui puisse finalement, avec des algorithmes qui pourraient quelque part interroger les données de vie réelle de nos établissements. Voilà, donc perspective de travail encore sans doute longue, mais malgré tout des solutions qui aujourd'hui sont très fortement à l'étude. Bon, donc première piste de travail pour le futur pour la FIAC, une avancée technologique ou explorer des manières de travailler. Je crois que Robert Chou est quelque part par là qui dirige notre club des partenaires ou notre advisory board. Je crois que Hawking en fait partie et l'apprentissage fédéré, ils connaissent un petit peu. Tout à fait. On travaille aussi avec eux sur le sujet. Tout à donc fait. une piste technologique intéressante. Peut-être Jérôme, après que tu nous dises dans quelle organisation tu travailles et sa mission, peut-être une autre idée de piste d'exploration pour la FIAC pour le futur. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis Jérôme Fabiano, je suis le directeur adjoint de EIT-Health en France. Donc EIT-Health, c'est un programme financé par la Commission européenne dans le cadre du pilier Horizon Europe, qui est le pilier de financement de l'innovation de manière générale. Et donc peut-être juste pour vous dire un petit mot sur cette organisation, c'est à la fois un programme de financement et une organisation. C'est-à-dire qu'on finance des projets collaboratifs européens depuis environ 5 ans. On finance des programmes d'éducation, ce qui est très important aussi par rapport à la discussion qu'on a sur la filière. Et on a aussi accéléré des startups au niveau européen, à peu près 1600 maintenant depuis notre existence. Sur cette question particulière de l'intelligence artificielle, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on est aussi un réseau de partenaires. Donc on a des équipes en local donc, qui comprennent aussi les enjeux nationaux. Donc quand j'ai vu cette initiative intelligence artificielle et cancer, je me suis tout de suite dit qu'il fallait qu'on réfléchisse, enfin instaurer un dialogue et voir comment on la plug sur des initiatives pan-européennes plus générales. Et donc notre réflexion, elle s'inscrit dans le cadre des activités que je viens de décrire, c'est-à-dire éducation, innovation et accélération de start-up. De ce point de vue-là, on a tout de suite compris qu'il y allait y avoir une certaine complexité, puisqu'il y a toutes les discussions autour des réglementations à venir, Artificial Intelligence Act, Data Governing Act, European Data Space. Et notre enjeu, ça a été de décrypter pour le compte de nos partenaires et de notre écosystème ces enjeux-là. Donc ça fait 3 ans, dans le cadre de notre think tank, qu'on mobilise nos partenaires, nos stakeholders sur ces enjeux. Donc on a publié un rapport en 2020 sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les professionnels de santé. On a publié un rapport sur l'espace européen des données de santé l'année dernière. Et on s'apprête, dans le cadre de l'année à venir, à travailler sur la question du dépistage précoce des cancers. Donc ça, c'est pour vous situer un peu notre niveau de réflexion. Après, je pense que, pour être assez schématique et donner une vision macro, on distingue le décryptage des enjeux de réglementation, auxquels il faut que nous, en tant que programme agence de financement de l'innovation, on essaye de décrypter pour le compte des partenaires et des projets qu'on accompagne. Il y a les questions de programmes de financement, comme par exemple les programmes, je pense, Testing and Experimenting Facilities, donc qui en fait visent à valider des solutions basées sur l'intelligence artificielle et réfléchir, par exemple, avec la filière intelligence artificielle et cancer, comment on peut router des projets qui viennent de cette filière vers des projets de ce type-là au niveau européen. Il y a d'autres programmes en cours qui sont plutôt fléchés sur des contenus type cancer. Donc évidemment, vous savez que la Commission européenne a érigé le cancer en un des 4-5 grands défis qu'elle a. Mais je pense qu'il faut distinguer dans ces programmes les programmes d'investissement qui relèvent des projets en tant que tels, les programmes d'infrastructure, et les programmes qui permettent aussi de connecter les partenaires au niveau européen, tels que nous, avec des partenaires locaux sur des projets un peu à la pointe dans d'autres pays. Et je pense que c'est dans cette perspective-là, c'est intéressant de nous mobiliser. Et l'idée, pour finir, c'est ce qu'on se propose de faire, parce que je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tous les programmes qui sont en cours, mais si vous voulez, je pourrais le faire.
y a on a invité, nous, lors de notre gala qui se passait ici il y a 2 mois, Simon Gregg, qui était le conseiller d'Obama sur la Cancer Moonshot Task Force aux États-Unis. Et il disait c'est bien d'avoir cette vision techno, c'est bien d'avoir cette vision infrastructure, c'est bien d'avoir cette vision réglementaire, mais il faut que ça s'articule autour d'un tout. Et c'est ce que je trouve très intéressant aussi avec cette filière intelligence artificielle et cancer, c'est que vous l'avez dit, il y a des patients, il y a les professionnels de santé, et moi je suis convaincu que si on ne transmet pas cette vision articulée, coordonnée des choses, on n'y arrivera pas, et a fortiori au niveau européen, parce qu'il y a cette complexité souvent qu'on voit avant d'aborder un projet. Et nous on est là pour essayer de faciliter ces interactions. D'accord. Donc, avancée technologique ou nouveau champ technologique, nouveau champ géographique, se coordonner avec l'Europe, concevoir les projets au-delà de la France, parce que le terrain de jeu de la FIAC aujourd'hui, c'est la France, mais d'intégrer le plus tôt possible les aspects européens ou internationaux. Ça fait une deuxième piste pour le futur. Annie? Oui, alors moi, je vais remonter ce qui a été déjà discuté au CPP. Il y a aussi le sujet de l'accélération de la recherche. On parle depuis ce matin aussi de compétitivité au niveau international. Aujourd'hui, comme ça a été décrit dans plusieurs rapports, dont le dernier, le rapport de la mission Marchand, il y a vraiment un enjeu d'accélération de cette recherche, en particulier sur le versant de l'information patient et du consentement éclairé. Donc je crois que c'est un sujet qui a été pas mal remonté par les uns et par les autres. Je pense que ça peut se faire à condition que ça soit accompagné, comme on en discute depuis ce matin, de pédagogie. Et quand je dis de pédagogie, il y a beaucoup de choses qui ont commencé, heureusement, qui ont commencé à être faites, notamment par le Health Data Hub et sa division citoyenne. Et c'est très bien, il y a beaucoup de formations en ligne disponibles pour les patients. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'efforts à faire pour s'adresser au bon niveau, sans jargonner, me dirait Guillemette, sans jargon, et s'adresser à tous les patients. Parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ce matin, et je voudrais mettre un peu en avant, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, finalement, les patients, là où il y a le plus de patients atteints de cancer, c'est dans les milieux les plus défavorisés. En fait, et ce ne sont pas vers eux qu'on dessine cette communication, puisqu'elle n'est pas adaptée. Des kits de slides de formation de 50 pages, c'est pas possible. Voilà. Donc je pense qu'on a un effort pédagogique, et ça rentre aussi dans le giron de la FIAC, et ça rentre au-delà de ça, je regarde Corinne dans le contrat stratégique de filière plus largement, de pouvoir voir comment on peut adresser ces questions de cancer qui, in fine, reposent sur la collectivité. Et ça, évidemment, ça augmente forcément les coûts parce que ce sont des patients qui sont pris en charge beaucoup trop tard. Voilà. Donc je pense qu'on aurait un effort à faire à la fois pour accélérer cette recherche, donc en essayant de simplifier l'info-patient, le consentement quand nécessaire, etc., pour rester compétitif au niveau international, parce qu'on n'a pas que le problème d'extraction des fichiers SNDS, on a aussi ça qui retarde beaucoup. Voilà. Donc moi, c'était vraiment les 2 points que je voulais mettre sur travailler là-dessus. Et je crois que ce matin, un des intervenants, une des intervenantes a dit qu'on avait réussi à regrouper 2 gros mots dans le nom de notre belle organisation, intelligence artificielle et cancer, et justement de pouvoir avoir un rôle dans la valorisation auprès du public de l'intérêt de travailler en public-privé, oh là là, avec des laboratoires pharmaceutiques et l'État et le Health Data Hub à utiliser des technologies qui font peur dans une maladie qui fait peur, de retourner la proposition sur de la pédagogie, de l'utilité, et donc d'avoir une communication là-dessus. C'est intéressant, ça nous fait du grain à moudre pour le futur. On va peut-être faire un deuxième tour de table. Si on gratte un peu plus loin, Brigitte, sur d'autres champs qui soient peut-être moins technologiques et moins près de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, vous avez une boule de cristal, vous êtes le conseil stratégique de Marco Fiorini sur les pistes du futur. Vers quoi suggérez-vous de l'orienter ? Juste pour réagir à chaud là, sur ce que vient de dire, je pense que le sujet du partenariat public-privé, en tout cas, se développe. Rentre globalement, il me semble qu'en tout cas les échanges sont plus fluides, plus faciles. Ce qui les rend compliqués, alors ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, alors certes, la tape sur l'accès précoce
le mettait bien en avant. Il commence à y avoir des dispositifs assez opérants pour que dans nos établissements on puisse le plus facilement possible, le plus rapidement possible intégrer l'innovation. Il n'empêche que dans le champ des DM numériques, on est très très loin du compte. Alors pour des tas de raisons qui s'expliquent, mais qui fait qu'aujourd'hui, pour un établissement de santé, faire le choix d'une innovation dans ce type de domaine, ce sont des coûts supplémentaires et il y a peu de perspectives de financement. Et donc, c'est un des éléments qui, évidemment, vient un peu compliquer le sujet. L'autre sujet, ça a été aussi évoqué, pour avoir une donnée de santé accessible, j'allais dire accessible, structurée, qualifiée, c'est vrai que ça repose aussi sur des entrepôts de données de santé hospitaliers dont on a parlé et dont le financement est aujourd'hui encore très incertain malgré une vraie volonté des pouvoirs publics et un accompagnement réel. Mais voilà, il y a des enjeux qui restent extrêmement forts et c'est quand même c'est un peu le socle. Voilà. Alors après, pour revenir et continuer à se projeter et surtout ne pas rester sur une tonalité négative, moi j'ai le sentiment que, et ça a déjà été très largement illustré, mais c'est de poursuivre, j'allais dire, toute l'exploration finalement des cas d'usage que permet aujourd'hui la donnée. Il y a eu beaucoup d'exemples donnés évidemment autour de l'amélioration du parcours patient, affiner le diagnostic, détecter précocement, surveiller mieux, etc. Je pense qu'il faut peut-être aussi développer des cas d'usage, alors autour notamment peut-être de la production d'indicateurs de la qualité des soins. C'est aussi un travail qui intéresse évidemment beaucoup la Haute Autorité de Santé et on a des travaux en cours sur ces sujets-là. Aujourd'hui, beaucoup des indicateurs de qualité dans nos établissements de santé se font de manière assez manuelle. Donc vous verriez la FIAC s'embarquer dans la production de baromètres, je ne vais pas dire d'évaluation, mais de notation de la qualité des soins dans les établissements en France. Production d'indicateurs de qualité des soins. Ok, décoiffant. Oui. Je crois que j'ai été invitée pour ça. Absolument. Et puis évidemment, il y a aussi le champ, alors ça va un peu ensemble, des politiques de santé publique. On a finalement pas beaucoup parlé de la construction de stratégies de prévention, mais c'est évidemment aussi un des enjeux très forts. Et là, pour le coup, je pense que c'est peut-être encore plus pertinent pour la FIAC. Et puis, dernier champ, alors c'est l'intervention d'avant qui m'y a fait penser. On a quand même le sujet du développement des compétences, alors de nos professionnels de santé aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, données synthétiques, etc. En tout cas, on a besoin aussi de former nos professionnels à l'usage de systèmes d'infos de plus en plus complexes sur lesquels repose la qualité des données de vie réelle. Et donc, c'est vrai que de pouvoir les entraîner dès les formations initiales, continues, et puis aussi d'avoir des expertises complémentaires, évidemment, sur des métiers plus nouveaux au sein de nos établissements. Je pense que ça peut être aussi un enjeu intéressant de voir comment on développe des formules un peu originales de formation des professionnels de santé. Très bien. Voilà, nous avons notre feuille de route bien préparée. Mais enfin, peut-être que Jérôme veut en rajouter une couche sur des idées intéressantes, importantes. On a quelque chose qui est assez particulier de partenariat public-privé avec des moyens de travailler, avec un terreau, la donnée, avec une pathologie, le cancer. Mais j'ai cru comprendre que peut-être qu'on ne pourrait pas rester juste sur le cancer, parce que les parcours de soins, ça peut aussi concerner bien d'autres maladies. D'autres idées, Jérôme ? Oui, alors peut-être 3 idées, on va dire. Il y en a sur cette question des compétences. Donc sachez que nous, on finance des formations en intelligence artificielle pour sensibiliser les professionnels de santé sur ces questions. Et on vient de signer ce qu'on appelle un Pact for Skills avec la Commission européenne pour coordonner une réflexion et des financements en matière de formation sur les besoins des industries de santé de manière générale, dont évidemment l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours et sur lequel on pourrait dialoguer. Sur cette question du parcours de soins et de l'intégration dans les parcours de soins,
Je pense qu'il y a, il y a une réflexion qu'on mène depuis longtemps sur le value-based healthcare et sur le value-based procurement, et on a ouvert un appel à projet fléché sur ces questions-là. Et je pense que dans la perspective de l'espace européen de santé, il y aura probablement des opportunités de collaborer avec des acteurs qui sont assez avancés sur ces sujets. Là, j'ai appris la semaine dernière que les Allemands allaient aller plus loin avec le DIGA et allaient intégrer les PROM et les PREM et allaient rembourser sur cette base-là. Petit point de pédagogie, juste pour poursuivre notre ami Rossignol. Value-based healthcare, vous nous le faites la définition en c'est une l'évaluation d'un service rendu ou d'un médical, évidemment, sur des critères de qualité, en fait. Donc c'est ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je pourrais, si vous voulez, sur une autre question. Et après, je voudrais juste faire une dernière proposition qui est d'augmenter le dialogue au niveau européen sur des questions de compétences en matière d'évaluation. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait sur les DM numériques avec la mise en place d'une task force européenne qui instaure un dialogue entre les autorités de santé type HAS en France, Bipharm en Allemagne et d'autres, pour aussi se poser la question de comment mieux évaluer et aussi avec des académiques et des cliniciens autour de la table, pour comment mieux évaluer ces solutions. Et d'ailleurs, EITL est financé par la Commission européenne dans le cadre d'un projet qui s'appelle EDITA pour définir un cadre d'évaluation nouveau pour ces solutions numériques. D'accord. Donc après avoir évalué la qualité dans les établissements de santé, on dira à la HAS comment évaluer les thérapies. On ne dira rien à la HAS. La HAS acceptera ou pas de D'accord. Enfin, on formulera des observations sur les meilleures manières de faire. C'est ambitieux. Annie, des idées de la part du comité des parties prenantes sur des pistes à explorer pour nous? Oui, alors moi je voudrais déjà dire qu'on a deux exemples de ce que peuvent apporter des membres du comité des parties prenantes. Je pense qu'on a eu cette première année où pour de bonnes raisons, il y a des projets qui ont été menés par des industriels. C'était important de les démarrer, c'était important d'aller commencer à produire les premiers résultats, d'aller tester l'environnement, de relever certains challenges. Il fallait commencer par ça et merci à tous les industriels de l'avoir fait. Je pense que maintenant on rentre dans une phase où on voit bien la richesse de l'écosystème qu'est la FIAC. Parce que on est dans un système où il y a du public, il y a du privé, il y a des patients, il y a des citoyens qui s'adonnent à la recherche, qui donnent à la recherche et qui en attendent un retour. Et je pense que moi, l'objectif que j'aurais pour le CPP, c'est de pouvoir contribuer à des projets collaboratifs. C'est-à-dire qu'on passe dans un monde où la FIAC crée des synergies entre les gens. C'est-à-dire que Jérôme nous a partagé des informations, Brigitte en a partagé aussi. Et il faudrait qu'on arrive à se dire, allons, qu'est-ce qu'il y a comme question d'intérêt pour plusieurs membres? Alors pas tout le monde, mais certains membres. Pourquoi pas une question qui viendrait des citoyens, qui pourrait peut-être être intéressant parce que pousser, arriver jusqu'à l'Europe pour être partagé dans d'autres pays. Ça, c'est une première idée. On a parlé des cancers rares. On pourrait parler donc aux pédiatries. Pourquoi pas? Je pense qu'on a cet environnement qui est unique en fait, d'autant de compétences différentes, public, privé, société civile. Je pense qu'il faut qu'on le transforme en quelque chose qui apporte un plus par rapport à ce qu'on fait dans d'autres structures. Donc on pourrait imaginer par exemple une capacité d'auto-saisine ou de saisine via le comité des parties prenantes pour lancer une idée de projet, de questions sur lesquelles la FIAC travaillerait, plutôt que le système actuel dans lequel notre fonctionnement et nos statuts, c'est de dire il y a une partie prenante, un industriel fondateur, ou d'ailleurs, et c'est important de le signaler, il n'y a pas que les industriels fondateurs qui sont légitimes ou éligibles à poser des questions à la FIAC. Toute organisation peut venir voir la FIAC, ceci est un appel pour remplir le pipeline. Toute organisation qui pense que la FIAC peut servir à répondre à une question d'intérêt pour cette organisation peut venir voir la FIAC, et à ce moment-là, la FIAC va étudier le projet avec le porteur du projet et avec les experts qu'on a, avec le savoir qu'on accumule et qu'on mutualise, et va d'une certaine manière facturer une prestation de réponse à ces questions en utilisant les expertises qu'on a connues. Mais là, toi, ce dont tu parles, c'est une sorte d'auto-saisine
saisine via, par exemple, le comité des parties prenantes. Il y a une problématique, on pense qu'elle doit être adressée, et à ce moment-là, on monte le financement pour adresser cette question, mais on part du besoin exprimé par le CPP. On part du besoin, mais pas que du CPP. Je pense que ça peut être de l'intelligence collective. C'est le sens de la FIAC, à mon sens. On a quand même un environnement, on a des industriels, on a le comité des partenaires, tu le disais, hein, avec des compétences de medtech. Je trouverais dommage de ne pas se dire à un moment 1 + 1, ça ne fait pas forcément 2, ça peut faire plus que ça. Donc voilà, moi, alors je suis très ambitieuse, hein, me dit Marco, mais bon, on est encore en janvier, on a encore le droit de rêver un peu. Je pense qu'il faut rêver quand même un petit peu pour arriver à faire quelque chose. Et en tout cas, commencer à explorer cette voie-là, je pense que c'est ce qui fera peut-être la différence par rapport à d'autres systèmes. Très bien. Donc, on a exploré des idées de technologie, des idées de géographie, des idées de sourcing des idées. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou d'autres interventions dans la salle, de suggestions ou d'autres commentaires que vous voudriez faire sur les pistes sur lesquelles ce bel objet pourrait se positionner dans le futur ? Moi, je vais rajouter quelque chose quand même. Vas-y. Parce que, Vas-y. voilà, donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, ce que je vous disais au début, c'est qu'on a joué un rôle tel que défini par les statuts, c'est-à-dire qu'on a donné des avis a posteriori sur des projets qui ont été démarrés. On peut le voir à l'envers aussi. On peut se dire, quand un industriel ou n'importe qui d'autre vient lancer un projet dans la FIAC, il dispose d'un écosystème qui est unique. Il peut aussi venir poser des questions en amont pour voir si son projet peut pas être augmenté, amélioré, pour que, encore une fois, toutes les compétences, enrichi, absolument, que toutes ces compétences-là puissent faire que le projet que vous aviez en tête au démarrage puisse se trouver effectivement enrichi par cette consultation préalable. Voilà. Ah oui, je vais mettre debout. Alors, moi, donc, Laure Guérou-Acolas de l'association Patients Réseau et donc faisant partie du comité des parties prenantes. Moi, j'ai à la fois une question et une suggestion. Vous avez parlé de critères, d'indicateurs, d'évolution des parcours de soins et typiquement, il y a l'évolution des suivis. Si certains suivent j'allais dire des résultats de grands congrès, on sait que d'avoir un bon suivi, ça fait aussi bien que d'avoir une ligne de traitement de plus. Donc, en fait, c'est une très bonne idée de savoir si on les fait, comment on les fait, si c'est et puis en fait qu'il y ait une évaluation des différentes solutions, puisqu'il peut y avoir de la technologie, de la télésurveillance, mais aussi des parcours appuyés, et il y a différentes expérimentations en cours. Mais l'enjeu pour les patients en général, c'est que ça devienne quelque chose en vrai pour tous en fait. Et typiquement, c'est quand même un très très gros chantier. Et je me posais la question de savoir si en creusant les indicateurs, si en mettant des méthodologies, si en mettant de l'IA, on pourrait faire des choses puissantes pour en rendre compte. Mais aussi, est-ce qu'il y a une compétence économique dans la FIAC sur ce genre de sujet? Parce qu'en fait, on remarque que les patients et le système de santé ont parfois les mêmes enjeux de la prévention, du diagnostic précoce, éventuellement moins de traitements lourds pour beaucoup d'entre nous, si on trouve la maladie plus tôt. Donc, on n'est pas toujours dans les mêmes, on va dire... Enfin, il faut d'autres financeurs ou d'autres parties prenantes que les partenaires de l'industrie pharmaceutique, par exemple, sur ces sujets. Donc je ne sais pas si c'était une question ou si, pour savoir si ça peut être un sujet, entre guillemets, à la fois la technologie, la télésurveillance. Est-ce que, par exemple, toutes les données de télésuivi, télésurveillance vont aller dans l'F-Data Hub? Ça, je trouve que c'est une question bête et méchante, mais ce serait intéressant d'avoir la réponse. Et surtout, du coup, si on a toutes ces données, est-ce qu'on pourrait aller travailler sur les différents types de suivi et le fait que ça puisse être accessible, puisque c'est intéressant pour les patients? Oui, juste, alors c'est une dimension plus peut-être petite, mais en tout cas c'est vrai qu'on a un enjeu notamment d'intégrer dans les entrepôts de données de santé hospitaliers les données des objets connectés qui tendent à se développer. Alors avec la limite que j'évoquais tout à l'heure, c'est que encore une fois aujourd'hui il y a énormément de propositions, il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui semblent assez opérationnels, mais qu'on a encore peu l'occasion de tester. Mais en tout cas, l'enjeu sera aussi effectivement d'intégrer ces données dans les données de vie réelle.
Oui, moi je voulais répondre alors en disant qu'on a la chance d'avoir le Health Data Hub. Je pense que c'est des questions qu'on peut leur poser. Ils font des appels à projets. Ça pourrait être un sujet après tout. Tu vois, on pourrait s'asseoir, dire qui veut réfléchir à ça et puis impliquer le Health Data Hub dedans. On a la chance de l'avoir autour de la table, donc faisons-le. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on peut le tenter en tout cas. Et je crois qu'une des suggestions de Jérôme sur le value-based healthcare pourrait être une approche par rapport à ces sujets-là. Si on peut réunir autour de la table des gens qui veulent tester le fait que avoir non seulement une mesure, mais une partie de la rémunération des acteurs en fonction de l'atteinte de certains critères, de qualité, d'outcome clinique, d'efficience, un peu tout ce qui sous-tend ces théories du value-based healthcare, ce serait une contribution à transformer cette espèce de monstre stratégique en quelque chose qui puisse être... Et là-dedans, le rôle de la télésurveillance dans le cancer, qui se développe, on le sait, en France, et c'est une belle opportunité pour être un formidable accélérateur de données là-dedans. Peut-être juste un tout petit mot là-dessus. Je vous rejoins complètement qu'il faut faire la place et concevoir les systèmes qui vont permettre de collecter ces données, etc. Mais quand on lit les dernières publications sur les expérimentations value-based healthcare, sur des guidelines ICHOM ou autres qui sont des références internationales, des standards internationaux, le problème c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on doit collecter encore. Donc il y a tout un mouvement en ce moment, et c'est là que ça peut être intéressant de réfléchir pour structurer des répertoires européens avec des gens, des tiers de confiance qui développent cette expertise en matière d'indicateurs sur des sujets donnés. Et là, je trouve qu'on commence à sortir parce que vous parlez de monstre stratégique, vous avez raison, c'est pas tout de suite, mais il faut s'y mettre maintenant, et il y a des choses qui commencent très concrètement à être faites. Là, par exemple, moi j'ai découvert qu'il y avait un répertoire avec 4 ou 5 pays européens qui s'est monté sur du PROM autour de la cardio, je crois. On pourrait imaginer une collaboration pan-européenne aussi sur le cancer. Et ça fait 3 ans déjà qu'ils collectent des données. Très bien. 4, 3, 2, 1, 0. Le déjeuner vous attend. Bravo. Merci à tous.